public. C'est le rendez-vous radio qui aide à mieux comprendre les enjeux d'intérêt public. Vous le savez, on en parle beaucoup ces derniers temps. À Contrecœur, le plus grand projet d'expansion portuaire au Canada est en marche, avec une facture estimée à 2,3 milliards de dollars. C'est l'expansion du port de Montréal à Contrecœur. La population est profondément divisée sur ce projet-là. Le 9 avril dernier, on a parlé à Hélène Reeves de l'organisme Vigie citoyenne Port de Contrecœur qui considère que le projet devrait être réévalué parce qu'il y aurait de trop grands risques environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux. Mais si on veut des réponses à toutes nos questions, c'est important d'aborder l'enjeu de tous les angles. C'est pour ça que ce midi, on reçoit M. Julien Baudry, chef de cabinet et vice-président responsable des communications, des relations avec le milieu et des affaires externes à l'administration portuaire de Montréal. Julien Baudry, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec une grande préoccupation de la population. Les travaux du port vont se faire sur des terrains qui ont été officiellement identifiés comme étant contaminés par la ville de Contrecœur. Il y a du cadmium, du plomb, du nickel, du zinc, des produits pétroliers. Selon la réglementation, avant de construire quoi que ce soit, il faudrait décontaminer. C'est un risque documenté pour la station d'eau potable, mais le port de Montréal refuserait de respecter les permis municipaux qui sont requis. Pourquoi? Où est-ce que vous vous situez là-dessus? D'abord, il faut faire un petit pas de recul. Il faut savoir que ce projet il a été évalué en long et en large pendant plus de 5 ans, donc devant l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Et très important, ce processus, il a été fait en collaboration avec le gouvernement du Québec. Alors, je l'ai justement avec moi. Je veux être très transparent. On a répondu. Ces informations-là, on les donne. La direction, le ministère de l'Environnement, la sécurité publique, économie, transport, fonds, forêt, parcs, santé, services sociaux, tous les ministères du gouvernement du Québec ont été consultés. Et dans le rapport du gouvernement du Québec, donc une question un peu réglée depuis 2020, on a, et je l'ai avec moi, je vais vous le laisser, la réponse du gouvernement du Québec, c'est en conséquence, l'équipe d'analyse est satisfaite des mesures d'atténuation et juge les impacts résiduels sur la gestion des sols et des sédiments acceptables d'un point de vue environnemental. Alors donc, la réponse, on l'a, et puis dans l'entente qu'on a avec l'agence, on a un ensemble de conditions qu'on doit respecter, et c'est ce qui fait en sorte que les risques environnementaux, ils sont gérés. Puis je veux quand même vous rappeler quelque chose, on est sur des terrains où la grande majeure partie de ce terrain-là était autrefois utilisé à des fins agricoles. Donc on faisait pousser du maïs, des fruits, des légumes, ultimement même qu'on pouvait consommer. Donc on n'est pas dans des niveaux de contamination qui était avec un lourd passé industriel. Lorsqu'il y a eu une contamination plus importante, le gouvernement du Québec nous dit qu'on fait la bonne chose. Maintenant, il y a une sous-question à votre question, c'est pourquoi on ne dépose pas quelque chose au palier municipal? Pourquoi pas avoir de permis? Si tout va bien selon ce que vous dites, quoique, quand on regarde sur le site de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, il y a tellement d'informations et tellement de documents, ça devient difficile à digérer, puis ça nous dit que le terminal maritime Port de Contrecœur considère que le port n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants pour l'environnement. C'est le port de Montréal qui le dit sur le site de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. C'est un peu... En fait, non, ça c'est super important. C'est pas nous qui nous sommes auto-évalués. C'est un processus de 5 ans avec des consultations. C'est le processus environnemental le plus strict en Occident. Donc, maintenant, alors, autonomément, on a un permis. Ce permis, il est donné par l'agence après avoir une consultation avec plusieurs départements et ministères. La différence, c'est que, vous savez, au même titre que n'importe quel mandataire de la couronne, en fait, le gouvernement canadien ne demande pas des permis municipaux. De la même façon que le gouvernement du Québec, il ne demande pas des permis à chaque ville lorsqu'il construit une route provinciale. Poste Canada, Forces armées, Port de Montréal, c'est exactement la même chose. Notre permis qu'on a depuis mars 2021, il est donné par le gouvernement du Canada, qui est l'autorité compétente. Mais là, le conseil municipal a appuyé une motion unanime du comité permanent des transports qui demande au Port de Montréal de se conformer aux règlements municipaux et aux lois environnementales du Québec. Tout parti confondu, tout le monde est d'accord avec ça. Alors à ce moment-là, pourquoi pas le faire? Parce qu'on sait, là, l'évitement du permis de construction, ça touche les finances publiques de Contrecœur. Sur 2,3 milliards de dollars, là,
pas demander de permis de construction, ça représente un gros montant qu'on n'aura pas à Contrecœur. C'est ça, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité en mars dernier une résolution invitant le port à se conformer aux règlements municipaux, adoptée par les membres du comité bloquistes, libéraux et conservateurs. Donc, pourquoi ne pas le faire? D'abord parce que ça change pas la Constitution canadienne. Alors, donc, ça n'a pas de force légale. La Constitution canadienne et les jugements de la Cour suprême sont très clairs lorsque vous êtes un mandataire de la couronne. Et après, il faut aussi pas oublier un principe assez simple. Donc, quand vous êtes mandataire de la couronne, c'est comme si on se taxait entre paliers de gouvernement. Hein? C'est comme si on disait, Post Canada va devoir payer des taxes. C'est comme si le gouvernement du Québec devrait payer un permis au niveau des villes. Donc, on se taxe entre paliers de gouvernement. Maintenant, nous, ce qu'on a proposé, et on est le seul port au Canada à le faire, nous, on dit, on va faire une entente de bénéfices mutuels avec le monde municipal. On va verser à chaque année une contribution annuelle à la municipalité qui va varier, là, ça dépend des évaluations, entre 1,6 et 2,5 millions, ce qui fait de nous le deuxième poste contributeur aux finances de la ville de Contrecœur. Donc, j'insiste, l'impact économique sur Contrecœur et les finances de la ville, il est à long terme énorme, mais il faut pas oublier aussi tout ce qu'on va créer autour, parce que, vous savez, le port de Montréal, ça soutient 600 000 emplois. On a décidé de venir s'établir en Montérégie pour aider les entreprises de la Montérégie justement à exporter davantage. Hein. J'ai avec moi du soya. C'est parce que c'est avantageux de le faire là. C'est pas en premier lieu pour aider les gens de la Montérégie. Là. Ah, bien sûr, c'est avantageux. Mais après ça, la raison pour laquelle on vient en Montérégie, c'est parce que c'est une région exportatrice avec des industries agricoles. Et ça, c'est un segment sur lequel on peut se démarquer. Après, entendons-nous, le choix du site, ça a été développé pendant 40 ans. On a évalué un lieu qui était proche d'une voie ferrée, proche d'une autoroute existante et proche aussi, justement, des producteurs. Parce que lorsqu'on se retrouve à faire un port très loin, vous comprenez que on se retrouve dans une situation où il y a plus de camionnage, plus de trains et donc on est un peu moins compétitif également. Et là, je pense qu'on aurait besoin d'une entrevue d'1 heure parce qu'à chaque point que vous dites, j'ai des questions. Allez-y. Parce que là, vous avez parlé de la constitutionnalité, si je reviens là-dessus. Mais là, le Comité permanent des transports avait adopté unanimement la motion dont on parlait, mais elle n'aurait pas pu le faire si c'était anticonstitutionnel. Le Comité de la Chambre des communes a des juristes qui s'assurent que les motions votées sont constitutionnelles. Après ça, si on dit que c'est se taxer un palier, l'autre, ça reste que c'est de l'argent que Contrecœur n'a pas s'il n'y a pas ce permis-là. Puis là, on parle, on est proche d'un chemin de fer. Oui, OK, on est proche d'un chemin de fer, mais il faut aussi évaluer c'est quoi l'impact sur le transport ferroviaire. Il y a un organisme qui ne se base que là-dessus, qui est complètement en faveur de l'expansion du port à Contrecœur, mais qui veut savoir ce qui va se passer avec le trafic ferroviaire, parce qu'on en parle très peu. Il y a beaucoup de choses, là, mais je vais vous laisser continuer. Vous alliez... Je veux revenir, par contre, sur la motion du comité. Le comité a invité. Le jugement de la Cour suprême, il est très clair. Il dit que les mandataires de la couronne canadienne, donc notamment le port de Montréal, n'ont pas à se conformer à la réglementation provinciale. Alors, et ça ne peut pas être plus clair que ça. Maintenant, nous, on est allé plus loin. Je répète qu'il y a eu un comité et le gouvernement du Québec a participé à la prise de décision. Donc, le jugement de l'agence là, que vous me dites, là, la résultante qui est là, c'est parce que le gouvernement du Québec y a participé. Gouvernement du Québec qui, je répète, investit aussi 130 millions dans le projet. Ça, c'est une contribution. C'est aussi un signe de confiance pour réaliser le projet. Maintenant, sur les autres éléments, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, évidemment, la circulation ferroviaire, donc ce sont des rails qui appartiennent au CN, mais l'impact sur la circulation ferroviaire, il a été évalué. Hein. On parle d'un projet qui est ultimement de 1,15 million de conteneurs, mais on commence tranquillement. Hein, on parle de 230 000 conteneurs, une part en camion, une part en rail, donc ce qui va nous permettre de nous adapter. On travaille avec le ministère des Transports du Québec également pour trouver des éléments, affronter ces questions-là. Donc, on reste pas les bras croisés, on est tout le temps en train de s'adapter. Il y a à peine un mois, la PDG du port de Montréal, Julie Gascon, a été congédiée de façon abrupte, sans période de transition, sans explication publique. Dans le journal Les Affaires, on dit qu'elle aurait subi des fortes pressions du conseil d'administration pour finaliser le financement avec DP World. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je pense que vous comprenez que ça peut éveiller des inquiétudes. Là. Oui, c'est normal de se poser des questions, mais on y répond, comme sur l'ensemble du projet.
La situation, elle est fort simple. Il y a eu fin d'emploi. Maintenant, cette relation-là, elle est privée. Hein. Votre relation avec votre employeur, votre contrat, les conditions, c'est privé. Maintenant, j'insiste, le port de Montréal existe depuis 200 ans. Il y a du personnel qui rentre, il y a des gens qui quittent, mais les institutions, elles perdurent justement parce qu'on est en mesure de recruter. Et le conseil d'administration l'a dit, nous sommes déjà en processus de recrutement pour combler ce poste. Alors, et que surtout que les orientations perdurent. Maintenant, je veux quand même revenir sur un point, question de pression, quoi que ce soit. Toutes les décisions qui sont prises à l'administration portuaire de Montréal par le conseil d'administration sont prises à l'unanimité sous recommandation de la haute direction. C'est la dynamique, c'est ça la saine gouvernance. Et l'entente avec DP World Canada, hein, nous on ne négocie pas avec Dubaï. À DP World Canada, c'est bien prévu qu'elle soit ratifiée en 2026. C'est comme ça depuis le départ. Et les autres ententes, notamment la collaboration avec la BIC, a été signée comme il se doit dans les délais. C'est DP World Canada, mais c'est pas indépendant de DP World Monde. L'opération du port de Contrecœur a été confiée pour 40 ans à DP World. C'est une compagnie des Émirats arabes unis. Le PDG a des liens avec Jeffrey Epstein. La Caisse de dépôt a suspendu ses investissements. Non, je vous arrête tout de suite sur une chose. La Caisse de dépôt a tout de suite rétabli ses investissements à l'intérieur de ce projet. DP World Canada est au Canada depuis 20 ans. Nous négocions avec une entreprise dont le siège social est à Vancouver. Effectivement, il y a un partenariat avec DP World Global, mais DP World Canada est le premier opérateur au Canada. Hein, ils opèrent à Vancouver, à Saint John, à Prince Rupert. Ils ont connu à Saint John une année de 26% de croissance. Un des meilleurs employeurs de la Colombie-Britannique. Au cours de la dernière année, on discute avec une entreprise dans laquelle la Caisse de dépôt et placement a investi, continue d'investir et qui va générer un rendement pour le bas de laine des Québécois. Donc, je pense qu'il faut replacer les choses. On entend choses. Nous avons des négociations avec des gens dont le siège social est à Vancouver, qu'ils aient une relation avec un groupe mondial, c'est normal. C'est quand même un opérateur qui, au niveau mondial, est très important, qui amène une expertise aussi. Et je veux corriger aussi quelque chose. Le PDG précédent n'est plus PDG de l'entreprise. Il n'est plus du tout associé à l'organisation en question. Puis je pense qu'on doit évaluer une entreprise sur l'ensemble de ses effectifs et pas uniquement sur les comportements d'une seule personne qui, évidemment, on ne valide pas là. Le projet coûte 2,3 milliards de dollars. Ça inclut des subventions publiques. Il y a des experts indépendants, des chercheurs, qui affirment que le projet risque d'être sous-utilisé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, donc, on trouve ça intéressant que des gens se penchent sur la question. Donc, le sociologue et l'étudiant au doctorat qui sont penchés là-dessus. Mais cependant, on leur a écrit pour leur dire qu'il y a plusieurs erreurs. La première, c'est on ne commence pas à 1,15 million de conteneurs. On commence de façon graduelle. Généralement, un terminal, on commence à 230 000, puis après ça, on augmente. L'autre chose aussi, c'est... Ça change quoi? On va se rendre là. Le fait que ce soit graduel, ça change quoi? Bien, ce que ça change, c'est qu'on est en mesure de s'adapter en fonction de l'évolution des volumes, en fonction de la demande. Et puis après, il ne faut pas oublier quelque chose. Le Canada veut doubler les exportations hors États-Unis. Ça ne peut pas se faire sans capacité dans les conteneurs. On n'a pas d'autres frontières, autres que la frontière avec les États-Unis. Si on veut atteindre ces objectifs-là, on a besoin de capacité conteneurs. Et d'ailleurs, on parle de conteneurs, mais on doit d'exportation, mais on doit également parler de rapatriement des chaînes d'approvisionnement. Quand vous allez à l'épicerie, là, il y a 50% du rayon congelé qui est passé par un port américain. Si on veut les ramener, ces entreprises-là, ce qu'ils nous disent, c'est ayez de la capacité, puis ayez surtout de la qualité. Donc, amenez-nous des entrepôts, des installations qui permettent d'avoir notamment des conteneurs réfrigérés. Et ça, c'est peut-être la grande lacune des évaluations. Quand les gens portent un jugement sur un projet et qu'on ne parle pas d'économie, qu'on ne parle pas aux entrepreneurs, ben c'est difficile d'évaluer la qualité d'un projet. Il y a un débat sur les analyses. Ça devient un combat de chiffres parce que là, on est très limité dans le temps, mais on pourrait comparer les chiffres considérant la capacité du port, les besoins réels, l'évolution des besoins. Je pense que tout le monde fait ses recherches de bonne foi. Vous savez autant que moi que selon l'angle dans lequel on regarde les données, on peut y voir différentes conclusions. Là, après ça, est-ce que c'est vos données, vos recherches, leurs recherches? Qu'est-ce qui est le plus valide? Là, c'est une discussion qui pourrait prendre des heures, là, mais il y en a qui voient que
il y a une incompatibilité avec le marché, vous voyez autre chose, il y en a qui ont un coût environnemental, vous voyez autre chose. Je sens qu'on est vraiment dans une guerre de recherche de données qui va être difficile à démêler. Moi, je vais être assez clair sur une chose. Je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'on veut être en mesure de diversifier nos marchés. Certainement. On veut être moins dépendant des Américains. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le travail des entrepreneurs qui veulent aller à l'étranger, ça soit possible. Donc, nous, on n'est pas là on travaille pas pour le port de Montréal, on travaille pour les entreprises d'ici pour rendre ça possible. Puis quand on fait des planifications, on le fait basé sur la Banque du Canada, Exportation Développement Canada. Après, c'est un projet complexe. On répond aux questions. D'ailleurs, toute personne qui a des questions, je vous invite à aller sur notre site Internet, parlons du projet. On y répond, on fournit des sources. Et je rappelle aussi quelque chose. Nous, le port de Montréal, c'est un actif public. On pense que si on veut diversifier, il faut le faire de la meilleure façon possible. Et pour nous, c'est par transport maritime. Et c'est pour ça que chaque jour, on travaille et qu'on aide autant des gens dans Montérégie que dans tout le reste du Québec ou du Canada. Monsieur Baudry, je sens qu'on aurait vraiment eu besoin d'1 heure pour parler de tout ce qu'il y a à parler. J'ai une dernière question, si vous pouvez me répondre en 30 secondes. Est-ce que vous pensez que le port de Montréal a les reins assez solides si la croissance n'est pas au rendez-vous, parce que c'est quand même un prêt de 1,6 milliard qu'on n'utilise pas pour autre chose pendant ce temps-là? Standard & Poor's, la plus grande agence de notation au monde, a dit oui et a même amélioré à la hausse les prévisions grâce à ce projet. Et je rappelle que c'est un prêt qui sera payé par des utilisateurs, notamment DP World Canada, qui sera locataire. C'est le grand projet portuaire en Amérique du Nord qui a le moins de subventions. 85% et plus de ce projet sera payé par le secteur privé. On est à 12% de subventions dans ce projet-là. Il n'y a aucun projet portuaire. On est 2 fois moins de subventions, notamment qu'aux États-Unis. Monsieur Julien Baudry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de l'administration portuaire de Montréal. Ça va être à suivre, certainement. Sans faute. Merci. Merci.